Nestla, le roman parle d'abord de la vie dans le Sungo au début du XXe siècle, et ensuite il y a des passages sur la vie telle qu'elle est au moment où il écrit le livre, au milieu des années 70. Et alors il y en a qui étaient à une autre lecture. Le héros Nestla est adolescent pendant la guerre de 14-18 et il meurt tué par des soldats qui font un pari de tirer sur des paysans qui ne sont pas du tout armés, qui font simplement leur travail au champ, et les bidas font un pari stupide et ils bombardent les paysans, et c'est comme ça que meurt Nestla. Et maintenant on se retrouve à l'époque contemporaine et Nestla réapparaît, ou son fantôme réapparaît. On est dans un roman, donc on peut imaginer des apparitions. Et là, dans ce chapitre, Nestla va rencontrer, ou plutôt dans l'autre sens, Fusla, donc c'est un diminutif pour Alphonse, va rencontrer Nestla, qui était son camarade d'enfance. Alors Fusla, lui, il est resté en vie. Maintenant, on est dans les années 70, il a près de 80 ans, et il retrouve son ancien camarade de jeu qui était mort pendant la guerre de 14. Alors, Nestla et Fusla se retrouvent. Fusla était devenu Alphonse, Foussi, puis le grand-père de Luc, Marc et Paul. Entre-temps, il a vu apparaître le premier tracteur et 20 ans plus tard, disparaître le dernier cheval de trait. Il a mis 10 ans avant de s'asseoir sur un tracteur. Maintenant, il le conduit aussi, mais à sa façon. Toujours à plein gaz, même dans les virages, et sans jamais regarder en arrière. Pour les petits déplacements, il reste debout à côté du volant. Il traite le tracteur pour ce qu'il est, un objet. Il sait également se servir de la treilleuse électrique, mais sous prétexte de manie chronique ou d'intolérance de la part de telle ou telle vache, il trouve régulièrement une ou deux bonnes laitières à traire à la main. Comme tout le monde au village, il sait aussi qu'il faut maintenant la valeur de 3 quintaux de blé pour une paire de chaussures, et qu'avant la guerre, avec un seul quintal, on pouvait acheter 2 paires et les meilleures. De ses parents, grands-parents, tantes et oncles, il a gardé l'enseignement que Drishtamon eshta vutzfred esh metam vunerhot. L'homme le plus riche est celui qui se contente de ce qu'il a. Que cela veut dire sans qu'on le dise. Drichtmon eshta vutzfred esh metam vunerhot, wenn's mal langt verslava. Quand cela lui suffit pour vivre. Cela ne veut pas dire résigne-toi de n'avoir que 5 hectares et 5 vaches, et résigne-toi aussi de voir ton voisin en avoir 30 et 50 hectares. Non, cela veut dire l'homme est riche quand il sait trouver du contentement et du plaisir à sa manière de vivre. Pourvu qu'il puisse se nourrir, se chauffer et se vêtir, lui et les siens, rire et chanter. Lui et les siens, et vivre ainsi avec les siens, chez lui, jusqu'à la saison suivante, jusqu'à la récolte suivante. Car il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais encore de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Le riche est celui qui ne travaille qu'en fonction de ses besoins de subsistance et de la survie de son art de vivre, lui et les siens, la famille et le village, pour que les valeurs qui régissent la famille et le village survivent et se transmettent aux enfants, comme nous les ont transmises nos parents et grands-parents, parce qu'ils les ont trouvées bonnes et agréables. Et chez nous, à Bernviller, il y a eu suffisamment pour tout le monde. Assez de terre, d'eau et de soleil pour tout le village depuis des siècles, sans disette ni famine. Celui qui travaille plus, au-delà de ses besoins de survie, appauvrit son esprit et son cœur. Il devient un marchand, un homme de profit et d'argent, un esclave de l'argent, un mercenaire de son travail, de son temps et de son soleil. Il se vend pour quelque chose qui n'est pas la vie. Et cela est une valeur qui n'a jamais eu cours chez nous dans les temps passés. C'était une valeur méprisée, honnie. C'est un péché, c'est le mal. Pourtant, de l'argent, beaucoup en avaient eu, et suffisamment pour racheter de nouvelles terres, pour agrandir la cour,
Mais à quoi bon si tu y perds ton temps, ton rire et ton âme? Fousselat, grand-père, a hérité cette foi, ces valeurs, de très loin. Il en a vécu. Il croit toujours que la vraie fortune vient du plaisir à labourer profond en automne avec un attelage de chevaux, la jument renard et le hongre ardennais, des jours durant, sous la pluie et le soleil, par tous les temps. Il a vécu des années durant de cette abondance venue du plaisir de suivre la herse et de guider son attelage avec les longues rênes, de loin, et de faire claquer le fouet pour répondre à Vadl Seppi qui laboure un peu plus loin, puis d'arrêter les chevaux à hauteur de ceux de Seppi et de parler ensemble, puis de reprendre son chemin, le chemin des champs. Un homme marche seul dans les champs, sur un chemin, entre les champs et les prés. La forêt derrière lui, un bosquet à droite, les collines au loin, les montagnes plus loin encore. Il marche entre le ciel et la terre, et son cœur s'ouvre à ce qu'il voit, à ce qu'il entend. Les alouettes, le geai, le grillon, et son esprit se déploie, comme les ailes d'un épervier dans le vent, comme un épervier qui plane. Non pas pour chasser un mulot, mais pour voir où il va, où mène le chemin, pour voir le peuplier comme un cyprès. Cet homme est chez lui. Les achillées millefeuilles et les millepertuis du bord du chemin l'accompagnent, lui répondent et renvoient ses images plus loin, au champ de maïs qui fleurit, alors que l'épi est presque mûr déjà. Et de là, dans un flot qui grandit et s'amplifie et s'élargit, les idées et les images, la douceur et l'exaltation qui vient du cœur grimpent, volent vers les collines et les montagnes et les clochers et les nuages et le bleu du ciel. Et l'homme grandit sur son chemin, dans les champs, il grandit. Ce qui l'entoure le grandit, pour qu'il puisse tenir la place qui lui revient, et pour qu'il comprenne les clins d'œil complices des étoiles et le reflet tranquille de la lune, quand le soleil a disparu. Il s'endormira émerveillé de la sympathie des choses, de la sympathie du ciel et de la terre. Un homme marche, seul, dans les rues des villes. Il marche sur le trottoir ou le macadam et voit ce qui l'entoure et entend et sent l'étrangeté, l'immoralité de sa présence dans ces murs inertes, sur cet asphalte qui n'est pas là pour son pied, cet immeuble qui n'est pas là pour son œil, cette obscurité faite pour le nier et l'ignorer davantage, cette clarté de lampadaire faite pour le trahir, le dénoncer. Le rythme de ses pas résonne comme une inconvenance, une insulte, une incongruité dans cette rue déserte. Et c'est la rue et les immeubles qui l'emportent et lui renvoient, lui retournant toutes ces images, l'inanité de sa marche, lui retourne toutes ces images, l'inanité de sa marche, du balancement de ses bras. Les murs, le macadam lui renvoient tout cela comme un soufflet, comme des coups de poing sur la tête, dans le ventre et le cœur. Il se courbe, marche plus vite, ne regarde plus que ses pieds qui apparaissent à tour de rôle sous lui, comme des mécaniques, des bielles d'un moteur d'avant-guerre, d'avant, inutile. Alors il prend sa voiture dans la même rue. Il regarde devant, toujours devant. Interdit et dangereux de regarder à droite ou à gauche, toujours devant. Il ne regarde pas pour lui, mais pour la voiture. Il est un phare de sa voiture. Il est sa voiture. Il est la voiture. J'embraye, je débraye, je freine, je dépasse, je clignote et je fonce, ligne droite, panneau, je vire. Mes pneus, mes essieux, mes essuie-glaces, je fais du 90 à l'heure. On lui a dérobé son âme, son cœur et son corps. Il marche au super et fait des moyennes. Cet homme est mort dans sa voiture puisqu'il est devenu la voiture et la voiture est comme les autres voitures. Il a une panne sur l'autoroute et marche à pied et voit ce qu'on a fait de lui, ce qu'on lui a amputé, enlevé. Ablation, 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 énucléation, aphasie, amorose, hémiplégie, paraplégie, quadriplégie, Parkinson, Korsakoff, désorientation temporospatiale, amnésie des faits récents et fabulation, insomnie, somnolence postprandiale, un beau cas. Fousselat, le grand-père, marche dans les champs, dans les chemins des champs, d'où lui vient la fortune, l'abondance et la richesse. Elle vient en héritage de son père et de ses grands-pères. Elle lui vient de ce plaisir à labourer, semer, faucher, traire,
répandre le fumier sur ses champs, ensemble avec ses frères, ses fils, ses oncles, avec son père et son grand-père, ensemble avec les siens et les voisins qui sont également les siens. Tous ont des liens de parenté, de voisinage, d'amitié ou d'inimitié, intermittents ou vieux de plusieurs générations. Chacun sait comment se comporter avec chacun. L'indifférence n'existe pas ici, et quand un grand malheur, un incendie frappe quelqu'un du village, les inimitiés sont oubliées ou mises entre parenthèses pour des jours meilleurs, et toute la commune aide à éteindre le feu. Le bonheur, la richesse vient de cela et de ce que le travail n'est pas une besogne ni une peine. Tlirchti orvet onak Spaß ist schunda. Und wenn's schönsta oder smuchsa mit Spaß verbunden ist gespielt. Le travail le plus léger, sans plaisir, est une peine. Et quand le travail pénible s'accompagne de plaisir, c'est un jeu. Le plaisir naît d'un travail qu'on aime, mais aussi quand on le fait ensemble et toujours sur le même borne, dont chaque parcelle a un nom et une histoire, comme le village, ses rues et son église. Le clocher du village, Fousla a aidé à le reconstruire 2 fois déjà, après la Première puis la Seconde Guerre mondiale. De chaque cour du village, quelqu'un au moins avait aidé à passer les tuiles de main en main, à les lancer, à les rattraper au vol pour les envoyer au suivant jusqu'aux fêtes, jusqu'à ce que la nef fût de nouveau à l'abri. Une église qu'on a aidé à reconstruire des journées entières avec les autres du village n'est plus une église ordinaire, qu'on n'a pas vue brûler, ni bombarder, avec un sentiment d'impuissance ou d'injustice en pestant contre la guerre et les flammes, et où on n'a pas vu le toit reprendre forme et couleur, tuile après tuile. Mais celui qui a aidé, ensemble avec les siens, à rebâtir et recouvrir son clocher chez soi, comprend aussi à quel point les autres, ceux des autres villages, peuvent être attachés et aimer leur clocher, leur école, leurs rues et maisons, leurs bosquets et leurs collines. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur Lucien